Émeric Florac travaille auprès du Health Data Hub en tant que euh, scientifique des données. Il va poser les bases de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Ensuite, nous allons entendre un chercheur du Centre des circuits intégrés en Allemagne. Et il va donner son expérience en tant que challenger et il va partager son point de vue sur l'intérêt de participer à de tels concours de type Data Challenge pour des compétiteurs comme lui. À vous la parole, Émeric Florec. Merci Agathe pour faire une petite présentation à l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Je vais faire une petite présentation, je vais donner une historique et puis je vais parler de son application aux ensembles de données de santé. De manière générale, qu'est-ce que l'apprentissage automatique? Quand vous avez des données, vous pouvez avoir par exemple des images de chiens et de chats. Il y aura des fonctionnalités et des cibles. Et ces cibles sont étiquetées. Vous avez donc des ensembles de données. Vous avez des cibles, des objectifs que vous cherchez à prédire et vous avez un modèle et un algorithme de formation. Le modèle est formé grâce à l'algorithme de formation et pour relier tout cela, vous allez mettre tout ça ensemble pour créer un modèle formé euh, qui pourra approprier des données d'entrée et créer des objectifs. Pour donner l'exemple, vous pouvez prendre une image d'un chien ou d'un chat et votre algorithme, votre modèle permettra de dire s'il s'agit d'un chien ou bien d'un chat. Ce principe d'apprentissage automatique a démarré dans les années 50 avec des algorithmes tout à fait simples, avec une logique relativement simple qui était codée à l'avance. Ensuite, il y a eu un transfert vers des méthodes bayésiennes basées sur des approches probabilistiques. Ensuite, pendant les années 70, il y avait ce qu'on appelle un hiver de l'intelligence artificielle. On appelle ça un hiver parce qu'il y avait très peu d'avancées technologiques pendant cette décennie à cause de manque de financement et un manque de puissance de calcul parce qu'il nécessite l'apprentissage automatique nécessite une puissance de calcul très importante. Dans les années 80, il y a eu un retour de l'intérêt pour ce domaine de l'apprentissage automatique. Dans les années 90, on était arrivé à la fin de cette approche via une logique symbolique. On oubliait les règles codées à l'avance et on était plus intéressé par les données. Au début du 21e siècle, il y avait une explosion dans l'utilisation de l'apprentissage automatique avec plusieurs modèles qui avaient été développés qui n'étaient pas très largement adoptés. Il y avait des machines à vecteurs, des méthodes d'assemblage et d'accélération. Et assez récemment, au début de la décennie 2010, on a commencé à parler de l'apprentissage profond. Il s'agit d'un apprentissage automatique grâce aux réseaux neuronaux. Vous avez sûrement entendu parler, ces réseaux sont un peu partout. Aujourd'hui, on parle surtout d'apprentissage approfondi. Il existe essentiellement trois types d'apprentissage automatique. Le premier type, c'est l'apprentissage supervisé. Vous avez vos données, vos fonctionnalités, vos cibles. Vous connaissez vos fonctionnalités et vos cibles. On revient à l'exemple des images des chiens et des euh, chats. Dans l'apprentissage supervisé, vous avez seulement les cibles. Ils cherchent à rassembler les données de manière qui peut faire du sens d'un point de vue statistique. Dans l'apprentissage renforcé, le dernier type, vous avez un agent, l'agent qui cherche à se former, vous le mettez dans un environnement et il interagit avec l'environnement et il apprend de ces interactions.
Un exemple peut être des réseaux neuronaux qui jouent des parties d'échecs et qui ont fait beaucoup de progrès dernièrement. Quelques applications connues, il y a le traitement naturel de la langue, la possibilité pour des ordinateurs de comprendre un discours parlé. Vous avez euh, euh, la vision ou l'imagerie par ordinateur. Si vous avez des images, c'est une technologie qui est très largement utilisée dans la santé. Il y a également des systèmes de reconnaissance vocale qui sont utilisés, par exemple, sur YouTube ou sur Netflix. Vous avez des modèles qu'on appelle génératifs qui créent des données et ensuite des possibilités de prédiction de tendance. Je vais vous donner l'exemple d'un projet sur lequel je travaille au Health Data Hub. Nous travaillons avec un startup qui s'appelle Implicité euh, sur la possibilité de prédire une crise. Il s'agit de maladies avec des phases de crise aiguë et on pourrait prévenir ces phases de crise si on avait la possibilité de prévoir. On utilise euh, le un pacemaker qui joue un rôle de suivi des données de santé pour le patient. Et grâce à ce pacemaker, on essaie de prédire les phases d'échec suffisants cardiaques. On a des données qui sont reçues quotidiennement, le rythme cardiaque, l'activité, différents pourcentages. Vous avez également des euh, données issues du système national d'assurance maladie et vous avez surtout ces crises d'insuffisance cardiaque. Comment peut-on lier cela à la première diapositive que je vous ai présentée? On a quelque chose qui s'appelle feature engineering. C'est euh, une technique consistant à extraire des données, notamment ces fonctionnalités des données du pacemaker. Une deuxième phase consiste à extraire des données de l'assurance maladie et la chose qui est la plus importante, c'est qu'on extrait des cibles et des objectifs. Et là, on identifiait les dates de ces crises cardiaques, crises d'insuffisance cardiaque. On choisit le modèle formé, l'algorithme qui essaye de relier tout cela et vous finissez, vous l'espérez en tout cas, par avoir un modèle permettant de prédire la possibilité d'une crise pour le patient basé sur ces données. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Merci beaucoup, Émeric. Nous allons maintenant passer la parole à Maximilien Oppelt. Je pense que Maximilien se connecte en ligne. Il se situe en Allemagne. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Maximilien. Et est-ce que vous voyez également mon écran? Merci tout d'abord de m'avoir invité. Je tiens à vous faire un petit aperçu sur notre logique en tant que scientifique, d'avoir participé à ce concours en tant qu'ingénieur qui travaillons sur les données. Je m'appelle Max Oppelt, je travaille à l'Institut Fraunhofer pour les circuits intégrés et je fais partie du laboratoire d'apprentissage automatique auprès de cette université de Friedrich Alexandre. Pourquoi ai-je choisi de participer à un concours? Cela a fait partie de mon parcours scientifique, quelque chose à mettre sur mon CV. J'ai commencé par faire une licence en ingénierie, ensuite une maîtrise en ingénierie médicale. J'ai travaillé beaucoup sur les produits. J'étais une ingénierie de traitement d'image, ingénierie de qualité de l'image. Ensuite,
mon intérêt en faveur de la recherche scientifique est revenu et j'ai recommencé à travailler, sur les circuits intégrés, heu, dans le domaine de la santé. Au tout début en tant que chercheur, heu, junior, il est important de chercher un sujet qui est aligné à vos intérêts. Une manière de le faire, c'est d'identifier un challenge intéressant et j'ai choisi le FuseNet, Challenge, qui avait été présenté lors de la conférence sur la cardiologie en 2020. Nous avons cherché à détecter, des arythmies, chez certains patients. La participation à ce challenge était tout à fait bénéfique pour moi, parce que cela était, relié, de manière très proche au sujet sur lequel je travaillais, l'analyse des signaux, de nouveaux capteurs, des études cliniques et beaucoup de travail sur l'apprentissage automatique. Et cela m'a permis, de postuler en tant que doctorat à, un doctorat, sur l'apprentissage, automatique pour la santé. 3 messages clés concernant ma participation à ce challenge et heu, pour lesquels j'ai fait participer plusieurs de mes étudiants. Les étudiants veulent souvent, utiliser de nouvelles méthodes à des problèmes du monde réel. Ils recherchent, de données du monde réel, pour, les utiliser au sein de leurs applications. Il est également très intéressant d'être en compétition, face à d'autres équipes. Vous avez, des retours, vous avez, même un classement, des équipes, et cela vous donne une motivation supplémentaire pour, vous consacrer à 100 à la résolution du problème. Il est assez intéressant pour un jeune chercheur, même, un chercheur qui a un peu d'expérience de se faire un réseau en rencontrant de nouveaux collaborateurs potentiels. Cela vous permet d'élargir votre réseau au niveau, académique ou industriel. Conf Concernant le challenge en 2020 avec les ordinateurs et la cardiologie, c'est assez sympa de se déplacer à une conférence qui a eu lieu à Rimini et de pouvoir écrire une publication sur les travaux. On m'a demandé par la suite quels étaient les éléments clés pour construire un challenge réussi si on souhaite lancer son propre challenge. Bien sûr, il s'agit d'un prix, de l'argent, de l'exploration de nouveaux domaines, de nouvelles techniques, mais je pense que les 4 éléments importants, c'est tout d'abord l'intégration des participants dans le problème, dans le cadre, pour leur permettre de discuter le problème, de parler des règles, mettre en place leurs propres métriques et mesures, les impliquer dans le challenge afin de leur permettre de participer pleinement. Il est aussi important de créer une communauté au travers de Google Groups, Discord, créer des forums. Cela permet aux compétiteurs de rester motivés et de participer dans cette communauté. Il est aussi intéressant de remarquer qu'il faut bien choisir les mesures. Il y a des personnes qui veulent explorer les mesures qui ne vont pas être utiles pour votre domaine spécifique parce que l'apprentissage automatique peut être très sensible à ce domaine. Beaucoup de mes étudiants participent aujourd'hui à ce type de challenge. Donc, il faut vraiment maintenir cette approche pédagogique parce qu'on va enseigner de jeunes chercheurs en explorant un nouveau domaine. Il faut les intégrer, les impliquer, surtout avec des jeunes chercheurs. On a cette possibilité de créer une communauté qui va durer. Euh, des astuces pour les participants, lire les règles et les rapports d'erreur. Ne les utilise pas, ne les enfreint pas, parce que sinon, ça ne va pas créer la bonne communauté. Assurez-vous que le challenge et le sujet du challenge vous
vous est approprié et vous est adapté. Faites augmenter la complexité au fur et à mesure du challenge. Essayez de rassembler les connaissances du domaine. N'appliquez pas des approches génériques à ce domaine, mais pensez par rapport à, réfléchissez à ce domaine. Pensez pourquoi est-ce que vous êtes en travail là-dedans. Suivez vos expériences et surtout, amusez-vous bien. C'est vraiment important. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais essayer de participer à l'un des challenges que vous allez présenter aujourd'hui et j'ai hâte d'écouter vos présentations. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Merci beaucoup, Émeric et Maximilien, de vos présentations et de ces éléments. C'est vraiment intéressant d'entendre pourquoi les compétiteurs décident de se lancer dans ces data challenges. Nous avons une question de quelqu'un qui est en ligne. C'est pour vous, Émeric. Est-ce que vous pourriez expliquer les spécificités de l'intelligence artificielle dans les données de santé autour de sujets de contrôle et des erreurs? OK, je vais essayer de faire rapidement parce qu'on peut en parler rapidement. En fait, la confidentialité n'est pas liée uniquement à l'apprentissage automatique, mais c'est plus avant cela, dans la phase précédente, comment on va utiliser les données. Ils sont protégés et comment ils sont protégés, etc. Alors, le coût d'erreur, ça c'est une question très pertinente pour la santé. Imaginez par exemple que vous avez des images, je ne sais pas, de la peau et vous voulez identifier une tumeur. Il y a de fortes chances que vous allez avoir des données très déséquilibrées parce que les tumeurs ne sont pas très fréquentes au final. Donc, vous allez avoir très peu d'images avec des tumeurs. Et donc, si vous vous basez uniquement sur est-ce que vous arrivez à bien identifier le tumeur, mais donc vous allez avoir un bon score, mais vous allez, du point de vue médical, avoir un mauvais score, ne pas avoir un bon niveau d'identification. Alors, ce qui est important, c'est le choix de métriques. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui doit être discuté avec les médecins.